investissement immobilier. On va faire une réunion en 4 temps, mais avec 2 temps, je dirais, forts. Donc, je vous propose peut-être juste un petit rappel, c'est ça, sur fermer son micro lorsque l'on parle, lever la main pour demander la parole, utiliser le chat de manière privilégiée et la vidéo si possible, au moins quand vous exprimez. C'est voilà, c'est plus agréable et puis ça nous permet aussi de mettre des visages sur des noms. Euh, 4 temps, donc une introduction extrêmement rapide juste pour replanter le décor et pour vous dire où on en est. Vous étiez à peu près tous là, plus peu ou prou entre les 2 réunions. Donc l'idée, c'est pas de recommencer à se redire la même chose. Surtout un point d'ancrage sur le rôle de l'analyse territoriale dans la priorisation des projets. Avec une présentation toute spéciale d'un outil émanant de l'ANAP et de la DGOS. Nous devrions avoir Anne-Charlotte Rousseau, au moins en conclusion, parce que je crois qu'elle avait un autre rendez-vous parallèle. Elle nous rejoindra en cours de route. Et puis, un autre point d'ancrage important, l'articulation des travaux de la CNSA et de l'ANAP, et donc avec la présence de Lucille Gendreau, que vous connaissez probablement très bien, de la CNSA. Et puis, avant de nous quitter, on essaiera d'échanger sur les suites à donner. Alors Donc, très peut-être rapide. Marie-Hélène, Oui, pardon, je j'ai me vu une permets main déjà Marie-Hélène, levée. voilà, Oui, on peut peut-être prendre tout de suite c'est la question. oui, Madame de Gani. Par Non, contre, votre... j'ai pas de question. C'est une erreur. D'accord, Très bien. très bien. Donc, la petite introduction rapide, peut-être pour vous redire où on en est. Nous sommes 29 membres autour de... vous êtes 29 membres, sans les ANAPiens, donc c'est vraiment en ARS, avec des profils diversifiés. 9 personnes travaillent plutôt exclusivement sur les dossiers d'investissement autour du médico-social, 14 autour du sanitaire, 5 personnes traitent les dossiers de manière mixte et hier nous a rejoint un médecin. Nous sommes très contents puisque dans les investissements, nous considérons la triple valence, à la fois immobilière bien sûr, mais financière et médico-soignante, pour pouvoir parler de performance sur un tout qui soit cohérent. 16 responsables investissements, 10 personnes plutôt avec une valence financière et performancielle, et 2 personnes en direction générale, et donc un médecin, je viens d'en parler. À peu près toutes les régions sont représentées, donc ça c'est vraiment intéressant pour nous, c'est d'où le nombre, hein, vous êtes à peu près tous connectés autour de cette CDP. Il nous manque un représentant de la Guyane et de la Guadeloupe, mais peut-être qu'aujourd'hui ils ont pu se connecter. On a fait en sorte de mettre la réunion l'après-midi parce que c'est vrai que la première fois, on n'avait pas du tout pensé et que le matin, ça fait la nuit pour eux, c'est pas du tout le bon créneau. Nous avons mené déjà 2 réunions, 21 avril et 5 mai, autour de la définition des besoins et de vos attentes. Première réunion, vous vous en souvenez, autour du ressenti par rapport à la circulaire et les difficultés que vous avez à engager une démarche territoriale et les problématiques que vous soulevez à l'instruction des dossiers et des projets. On a ensuite fait une deuxième séquence plutôt focalisée sur l'outillage et les méthodes existantes, tant en ARS qu'à l'ANAP ou dans d'autres structures. Et vous avez dégagé, en une synthèse qu'on avait restituée la dernière fois, 5 grandes problématiques. Le rôle de l'analyse territoriale dans la priorisation des projets, la concertation avec les élus, leur place et la temporalité de leur association, l'anticipation, les choix et la pertinence des projets à financer. Le suivi des projets sélectionnés, c'est une thématique supplémentaire qui est émergée lors de la dernière réunion sur les outillages. Pour autant, c'est probablement sur cette thématique qu'il est ressorti le plus grand nombre d'outils. Et la question des ressources ARS face au nouveau périmètre d'instruction dont nous avions convenu que ce n'était pas l'objet finalement du traitement dans cette CDP.
La priorisation que vous avez donnée sur cette thématique-là arrive en première instance sur le rôle de l'analyse territoriale dans la priorisation des projets. C'est la thématique qui vous est apparue la plus prégnante et la plus urgente à traiter. Elle correspond effectivement à l'écriture de la stratégie territoriale à 10 ans qui doit être produite avant la fin de l'année. Et on vous propose donc de démarrer de manière opérationnelle cette communauté de pratique à partir de autour de cette thématique et à partir d'un outillage qui est en cours de construction à la NAP qui s'appelle Ajuster l'offre de soins aux besoins des populations. C'est un outil qui est développé en ce moment entre... non, ce n'est pas cette diapo. Je suis toujours sur celle d'avant, pardon. Entre la NAP et la DGOS. Vincent Bonan, qui est le pilote de ce projet à la NAP, vous en fera un exposé tout de suite après cette petite introduction. Et il nous semble intéressant que vous ayez cette démarche en tête, puisqu'on pourrait voir comment il serait possible de construire cette fameuse démarche de stratégie territoriale à 10 ans avec ceux d'entre vous qui le souhaitent autour de l'écriture de cette démarche. Certains d'entre vous, d'ailleurs, travaillent en pilote, je dirais, à cette démarche et donc ils seront évidemment invités à participer activement et à nous en dire ce qu'ils en pensent. On se propose également de continuer à travailler sur l'outillage parallèlement ensemble des outils que vous partagerez et de ceux qui seraient utiles de co-construire à vos comtés. Et notamment ceux en lien avec le médico-social et dans l'articulation que vous avez des travaux qui ont été menés par la CNSA et que vous avez mené en séminaire pas plus tard que la semaine dernière. Et c'est pour ça que Lucie Gendreau se propose d'en vous en faire une restitution et qu'on puisse voir ensemble comment on articule ces travaux avec la CDP ARS au sein des travaux de la NAP pour en donner une suite. Donc voilà, je vous propose d'entamer la première partie de cet exposé. Ah oui, alors j'avais mis cette synthèse des idées problématiques qui est déjà sur Bichec et qui vous avait été restituée sous forme de post-it. Donc je dirais on l'a mis proprement sur un Excel. Mais je ne vais pas revenir dessus, c'est la synthèse de ce qu'on a déjà fait ensemble. Elle est sur Bichec, ça ne vous empêche pas de la continuer à la faire vivre, d'y stipuler les outils que vous utilisez si vous ne l'avez pas déjà fait, de trouver probablement d'autres items, de vous manifester sur un item prioritaire pour vous à réfléchir et à co-construire. Enfin voilà, c'est pour mémoire, c'est sur Bichec et c'est surtout à faire vivre. Donc voilà, je donne la parole à Vincent, que je remercie vivement d'avoir accepté cette présentation. Merci Anne-Charlotte. Merci Marie-Hélène. Un peu compliqué, tu sais, non composé. Je suis là aussi. Voilà. Ah, tu es là, voilà. Donc Anne-Charlotte, je te laisse faire l'introduction. Oui, très bien. Oui, merci de cette opportunité. Je pense qu'effectivement, et bonjour à tous, c'est un forum parfait pour le projet auquel on travaille avec Vincent, avec Patrick Bonan, avec Aurélie et Barbara de l'équipe de PF1 que pas mal d'entre vous connaissent également. Juste effectivement une toute petite introduction et puis Vincent déroulera la présentation dans un deuxième temps pour vous rappeler l'origine de cette démarche qui est antérieure à tout ce qu'on vit actuellement, puisque ce besoin de travailler l'analyse territoriale déjà ne date pas d'aujourd'hui et son besoin de la faire évoluer a émergé lors des derniers Copermo et en particulier, je ne sais pas si Patrick Blanchet est dans les parages, mais je pense que ce serait un bon témoin pour nous expliquer l'émergence du sujet où en fait dans les dossiers Copermo, les analyses territoriales étaient assez variées et une question récurrente revenait qui était sur quel territoire finalement je dois faire mon analyse territoriale. Donc,
Les travaux ont commencé à ce moment-là. Bon, ils ont été un petit peu mis en stand-by avec tout ce qu'on a pu connaître ces derniers temps. Et puis, on a relancé donc, avec les bureaux donc PF1 et SR5 de la DGOS et l'ANAP de l'autre côté, il y a quelques mois, cette initiative pour qu'elle puisse vraiment évoluer, prendre de l'ampleur et que surtout que vous puissiez y avoir accès le plus rapidement possible. La démarche, et Vincent l'expliquera parfaitement bien, se base sur une vision différente des territoires puisqu'il s'agit d'observer le recours aux soins dans le territoire, comme certains d'entre vous le savent déjà, pour donner un autre territoire, une autre zone d'observation finalement de ce qui se passe dans vos territoires. Et l'idée, c'est d'avoir un outil qui permette de déterminer ces fameux territoires le plus facilement possible et qui soit évidemment articulé avec tout ce que vous connaissez et tout ce qu'a pu publier l'ANAP sur le sujet et qui aille donc jusqu'à une analyse complètement intégrée pour que ce soit évidemment le plus ergonomique pour vous. Et un dernier petit point d'introduction. Le contexte a évidemment changé entre l'émergence du sujet et la situation actuelle, en particulier le Copermo qui n'est plus, et le Ségur étant passé par là, le nouveau dispositif d'investissement en santé qui est en train de se mettre en place, qui je pense commence à être connu de chacun d'entre vous. Je ne me rends pas bien compte à quel point les nouvelles instances sont claires pour vous. Le CNIS, donc, qui chapeaute l'ensemble du dispositif et qui est tout secteur d'activité. Le conseil scientifique qui a une double mission d'étudier de nouveau, alors on n'ose pas dire référentiel, mais on va dire de nouvelles modalités d'étude des dossiers d'une part, avec quelques grandes lignes directrices, et qui d'autre part instruit lui-même des dossiers et surtout dans une forme de continuité qui était largement souhaitée dans la perspective d'évolution du Copermo. Et donc, le conseil scientifique, dans ses éléments de cadrage, je vais les appeler comme ça, a évidemment un chantier sur qu'est-ce qu'une bonne analyse territoriale finalement pour présenter un projet d'investissement. Donc, il y aura juste un point sur lequel, avec l'équipe, on est toujours très, très vigilant, c'est de rester aligné et d'aller dans la même direction parce qu'il s'agit évidemment que vous soyez outillé d'un outil qui vous aide aussi à répondre à ce qui va vous être demandé à la fois pour présenter un projet d'investissement et à la fois, comme le disait Marie-Hélène tout à l'heure, dans les stratégies territoriales à venir. Donc, on essaie de travailler au plus proche et surtout d'être très vigilant sur les premières grandes lignes qui devraient émerger d'ici l'été du Conseil scientifique pour être sûr qu'on aille tous dans la même direction et que vous ayez et l'outil et les demandes qui soient évidemment alignés. C'est notre objectif. C'est, je pense, tout ce que je voulais préciser en introduction. Et puis, vous précisez, comme il a été dit effectivement, qu'il y a un groupe de travail qui commence pour recueillir justement vos attentes, tester un petit peu votre usage de l'outil. Donc, on a démarré avec Vincent et Patrick. Ce groupe de travail il y a assez peu de temps avec certains d'entre vous. Et il est toujours possible, si ça vous intéresse, d'y participer. Je pense que Vincent vous le redira également. Voilà. Vincent, je te laisse. Merci. Peut-être s'il y a peut-être des questions, une ou deux questions à ce stade avant de poursuivre. Sinon, je poursuis. Pas de questions. C'est clair. C'est très clair. Merci Anne-Charlotte. Je vous propose de passer en revue un peu cette démarche et l'outil qui est associé pour vous faire, pour que vous fassiez un peu une idée de ce que ça peut apporter, ce que ça pourrait vous apporter dans le cadre de l'analyse territoriale. Alors, on va passer. Voilà. Alors, ce travail, il est dans la continuité. En fait, il s'inscrit dans la continuité d'un premier travail qui avait permis de formaliser un peu toutes les expériences acquises dans le cadre des accompagnements Copermo et qui a fait l'objet d'une publication qui est parue il y a un peu plus d'un an, qui s'appelle Le positionnement territorial, construire une offre de soins adaptée à la population.
Alors, ce travail était issu donc des accompagnements réalisés dans le cadre du Copermo, et donc il est très centré sur l'hôpital, avec une ouverture sur la demande et une certaine approche populationnelle. Donc, il y avait trois grands axes, hein. C'était, on analyse la demande, on analyse l'offre pour permettre d'accéder à une information sur le positionnement de l'établissement, la réponse aux besoins et les offres alternatives, tout ça pour appuyer et aider à la construction d'une stratégie et des plans d'action. Peut-être Patrick, tu peux peut-être... Oui, juste, merci. Juste pour compléter ce que Anne-Charlotte et toi venez de dire, effectivement, dans ces premiers temps de nos analyses, la demande et l'offre étaient analysées avec des territoires que vous connaissez bien, hein, qui sont les bassins de recrutement de chaque centre hospitalier, éventuellement sa zone d'attractivité pour le positionnement. Mais on avait une difficulté au moment d'arriver aux étapes de construction d'une stratégie et d'un plan d'action et de sa montée en charge parce que il y avait un certain flou entre les différents territoires, dans les façons de définir les populations auxquelles l'établissement était censé s'adresser, avec quels partenaires hospitaliers autres il était censé travailler en coopération, où il pouvait se retrouver en compétition. D'où l'idée de chercher non pas un autre territoire, mais un écosystème que va vous développer maintenant Vincent. Alors, diapositive. Alors, vous pouvez retrouver, hein, cette publication sur le site de la NAP. Il est construit sous forme de fiche. C'est déjà un premier rapport, hein, pour aider dans la construction de l'analyse. Et donc, je vais vous présenter la suite de ce travail. Et comme l'a indiqué Patrick, il y a un certain nombre de zones d'ombre pour définir une stratégie, puisqu'on n'a pas de visibilité sur l'écosystème. Un établissement, il n'agit pas seul, et les patients n'ont pas recours à un seul établissement, mais à tout un panel d'offreurs. Donc le constat, c'est qu'il y a une méconnaissance des besoins et des comportements de la population par rapport aux offreurs. Ça, on a du mal à avoir une information sur ce point-là. Une méconnaissance de la réponse collective des établissements aux besoins de la population. C'est difficile de regarder un établissement sans regarder les autres parce que c'est collectivement qui répondent aux attentes de la population. Une méconnaissance des mailles d'analyse réellement pertinentes pour étudier les filières et il y a aussi une absence d'approche consensuelle sur l'analyse territoriale. On en a, Anne-Charlotte l'a évoqué, et c'est vrai que d'une région à l'autre, d'une ARS à l'autre, d'un établissement à l'autre, c'est vrai que chacun travaille un peu différemment, et c'est difficile de mettre en commun en fait ces travaux et de comparer également ces analyses. Pourtant, des données et des approches existent et les fondements ont été posés depuis d'ailleurs bien longtemps, puisque c'est début des années 2000, hein, où ces méthodes ont été, il y a des méthodes qui ont été posées pour étudier le comportement de la population. Il s'agit des méthodes notamment Mirabel, Annabel de l'INSEE, qui ont été appliquées à la santé, notamment par Jean-Marc Massé, sous le nom de territoire vécu, ce qui permet d'avoir accès au flux de recours aux soins. Alors, pour réaliser ce travail, on utilise les données PMSI qui maintenant sont, c'est vrai, beaucoup plus faciles d'accès pour réaliser ce type de traitement dans la base Diamant. Donc, avec ces éléments, on a accès au flux de recours aux soins. Et donc, le parti pris, c'est d'analyser le comportement du recours aux soins de la population, ce qui est en fait qu'une simple observation, plutôt que d'essayer d'évaluer les besoins de soins de la population, qui est quelque chose de vraiment multifactoriel et qui est très compliqué à modéliser et à appréhender. Donc, vous voyez sur le petit schéma, en fait, on a cette information de flux, c'est-à-dire comment les patients vont se faire soigner vers les offreurs sur le territoire. Diapositive suivante. Et donc, sans rentrer dans le détail, mais pour ceux qui seront intéressés, on pourra aller un peu plus dans le détail pour vous expliquer comment ça fonctionne. À partir de ces flux de recours, on peut déterminer des comportements homogènes de la population par rapport aux offreurs, et on matérialise, on arrive à mettre en évidence des écosystèmes, c'est-à-dire des liens des liens étroits entre les offreurs et la population.
Et donc, on arrive à mettre en évidence une maille d'analyse qui traduit le comportement réel de la population, ce qui peut être vraiment intéressant, puisque ça peut être du coup le point de départ de l'analyse. Et ça permet également de mettre en évidence les établissements qui coopèrent ensemble, en fait, sans forcément en avoir conscience, puisqu'en fait, ils répondent collectivement à un besoin de la population. Mais comme cette population n'est pas connue et le périmètre n'est pas connu, c'est difficile d'objectiver ces coopérations. Voilà. Donc, je vais, avant de vous faire un petit exemple, l'objectif de ce travail, c'est avant tout d'arriver à une représentation commune au service des besoins perçus, enfin de besoins perçus comme différents, mais tous reliés entre eux par les différents acteurs qui ont besoin de cette analyse territoriale. Puisqu'il y a des besoins au niveau de l'ARS, il y a des besoins au niveau des décideurs locaux et des établissements. Alors ces besoins sont certes différents, mais ils sont reliés. Les ARS ont besoin de documenter les trajectoires des patients hospitalisés, de faciliter le recours aux soins sur l'intégralité de la région. Les décideurs locaux souhaitent renforcer l'attractivité sur les différents bassins de vie et puis adapter les services de proximité en cohérence avec l'offre hospitalière. Les établissements, quant à eux, cherchent à ajuster leur projet médical avec les sollicitations des patients, à lutter également contre le renoncement aux soins. Donc ça, il faut pouvoir essayer de matérialiser ce renoncement. C'est pas forcément évident. Et puis, essayer aussi de s'inscrire dans une logique de coopération, de complémentarité sur certains sujets. Alors l'approche proposée, elle est donc complémentaire, elle s'articule avec la première étape qui a donné lieu à la publication qui a été présentée au début de cette présentation. Donc cette fois-ci, on étudie les écosystèmes patients-offreurs avec un niveau de visibilité à deux niveaux, à l'échelon régional, avec une visibilité sur la trajectoire des patients hospitalisés, l'usage des ressources hospitalières, et au niveau local, c'est-à-dire au niveau d'un écosystème, on peut observer la réponse des établissements et voir si la réponse collective de ces établissements est adaptée aux besoins de la population. Et l'outil qui a été associé permet justement de pouvoir passer naturellement d'un échelon à l'autre pour pouvoir étudier ce qui se passe dans une région ou plus localement. Alors les bénéfices attendus de ce projet, ils sont multiples. Alors sans rentrer dans le détail, pour les ARS, c'est vraiment de compléter les moyens. Et de tirer, enfin, l'objectif, c'est vraiment de tirer le meilleur parti des compétences, des ressources disponibles sur les établissements d'un territoire. Pour les décideurs locaux, ça permet de donner de la visibilité pour renforcer peut-être l'accessibilité des structures de soins. Pour les établissements, c'est aussi les bénéfices sont multiples, aussi bien pour renforcer l'attractivité ou le lien avec la patientèle, d'identifier les complémentarités, les coopérations possibles. Alors, on va passer. Alors oui. Et il y a aussi un enjeu de transversalité, hein. L'idée aussi, c'est de permettre à tous ces acteurs de travailler ensemble, d'amener les acteurs, aussi bien des établissements, les élus et l'ARS, à avoir une vision commune. Et donc, l'objectif, c'est de disposer d'une base d'information commune, de suivre aussi les tendances, c'est-à-dire que il peut y avoir des décisions prises, des nouvelles implantations ou des fermetures d'établissements éventuellement. Et tout ça, ça doit pouvoir être évalué, vu objectif, enfin, être tangible pour tous les acteurs. Enfin, l'idée, c'est d'aussi participer à une certaine standardisation de cette approche, commencer à travailler tous de la même façon pour pouvoir comparer ce qui se passe d'une région à l'autre, puisque il y a un intérêt important sur ces sujets-là de regarder comment on travaille les uns et les autres et de pouvoir aussi bénéficier de l'expérience ou du travail réalisé par les autres régions.
À quoi ça ressemble? Alors, je vais vous montrer à l'échelon régional. C'est l'exemple de la Nouvelle-Aquitaine qui fait partie du groupe de travail. Alors, ce groupe de travail, pour l'instant, il est composé de Nouvelle-Aquitaine et de Bretagne. Il est bien évidemment ouvert. Il a été limité en raison de la crise sanitaire. Mais en tout cas, toutes les ARS qui souhaitent participer à ce groupe de travail qui a pour objectif de qualifier l'outil et puis d'analyser l'apport sur des cas d'usage précis peuvent participer. Un petit exemple sur la région donc Aquitaine pour vous montrer à quoi ressemblent ces écosystèmes. Un exemple sur la chirurgie lourde et la chirurgie non lourde. Alors le choix a été fait, je vous dis, c'est important de bien se centrer sur les filières qu'on regarde. Donc, chirurgie lourde, on a regardé dans Diamant l'activité qui correspond à la chirurgie à autorisation. Et puis, voilà, la chirurgie vraiment lourde et qui nécessite des gros plateaux techniques qui sont en général présents dans les CHU. Et puis, chirurgie non lourde, c'est tout le reste. Donc vous voyez vraiment des écosystèmes se dessiner très différents. Bien évidemment, sur la chirurgie lourde, vous voyez que ces écosystèmes se centrent pour la plupart sur des CHU avec parfois des distances parcourues par les patients qui sont très importantes. Et puis, bien évidemment, sur la chirurgie non lourde, les écosystèmes sont plus petits. Alors, on va se focaliser cette fois-ci, on va descendre à une échelle un peu plus resserrée et regarder ce qui se passe au niveau de La Rochelle. Et pour vous montrer, donc la zone qui est dessinée en vert, c'est l'écosystème qui a été déterminé autour de La Rochelle. Et vous voyez que 80% des patients qui sont sur cette zone colorée en vert se font soigner par les offreurs présents sur ce territoire. Alors, vous voyez aussi sur cette carte des zones qui sont blanches. Alors, c'est des zones où on n'a pas réussi à déterminer un comportement majoritaire de la population vers un bassin d'offreurs. Donc, c'est intéressant d'aller regarder après exactement ce qui se passe parce que cette population, on va dire, elle est éclatée entre différents écosystèmes et il y a peut-être une analyse un peu plus fine à regarder vraiment ce qui se passe et peut-être des actions pour les établissements ou pour la région à mener spécifiquement sur ces territoires-là. Alors, les zones grises sont indiquées par les flèches. Sur la diapositive suivante, voilà, on va se centrer sur le territoire de La Rochelle. Les établissements qui sont présents sont affichés et puis on va regarder cette fois-ci un petit peu plus dans le détail ce qui se passe. Maintenant qu'on sait que 80% de la population se fait soigner par les offreurs, où vont les 20% qui restent? Alors dans cet exemple, et à titre illustratif, on a fait une représentation chirurgie tout GHM. Donc c'est toute chirurgie mélangée. Donc on s'attend évidemment à voir des fuites vers les CHU et c'est ce qu'on observe. On a 5,5% du recours qui va vers Bordeaux, 2,4% qui va vers Poitiers. Et donc évidemment, c'est normal, c'est une proportion de patients qui ont recours à une chirurgie qui n'est pas présente sur l'écosystème. Mis à part ça, on voit que cette maille d'analyse, elle est quand même très pertinente, puisque les fuites vers les autres écosystèmes sont notamment au nord très faibles. Alors, on peut regarder aussi l'attractivité très facilement, cette fois-ci, c'est regarder ce qui se passe. C'est-à-dire comment est-ce que cet écosystème est attractif pour les autres. Et on voit que s'il y avait des patients du côté de Royan, qui est une partie des patients de Rochefort-La Rochelle qui partaient du côté de Royan, il y en a beaucoup plus. Il y a un recours beaucoup plus important dans l'autre sens. Donc ça permet d'objectiver un peu les mouvements de population sur le territoire, mais avec une maille d'analyse qui est vraiment pertinente par rapport au sujet qu'on est en train de regarder. Alors ça, c'est au niveau régional. Alors on peut aller un peu plus dans le détail. Là, vu que le temps était contraint, j'ai un petit peu limité. Mais on va descendre à l'échelon local et on va regarder cette fois-ci comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cet écosystème de La Rochelle
et Rochefort, et on peut aller regarder comment ces établissements y répondent collectivement aux besoins de la population. Donc vous avez sur la droite la réponse aux besoins de la population, et on voit que l'offre privée est importante, avec la clinique de l'Atlantique qui répond à 27% des besoins de la population, l'hôpital Saint-Louis de La Rochelle, 26,5, et puis la clinique du Mail, 14,8, et enfin le centre hospitalier de Rochefort, 12%. Donc ça permet de regarder un premier niveau de réponse des établissements. On peut aller un petit peu plus loin en regardant cette fois-ci le recours par offreur sur l'écosystème. Alors, il y a une volonté, alors c'est pas totalement encore euh, abouti cette réflexion, une volonté de normaliser la représentation du recours. Pour essayer d'avoir quelque chose d'homogène et de représenter le recours de façon tout le temps, enfin, de façon un peu systématisée. Alors, on a une échelle qu'on propose, qui va être travaillée notamment dans le groupe de travail, en disant s'il y a un recours de 0 à 10%, on est dans un recours exceptionnel de la population, de 10 à 30 occasionnel, 30 à 50 régulier, et puis quand on dépasse 50%, c'est un recours privilégié ou systématique. Donc on voit, selon les établissements, que le recours régulier est plus ou moins important, notamment autour de Rochefort. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même chose qu'autour de l'hôpital Saint-Louis de La Rochelle. Donc ça permet d'avoir une autre représentation, comment les établissements ont recours sur cet espace aux établissements qui sont présents. Alors ça, c'est une représentation. On a simplement repris les contours de quelques GHT sur les cartes de la FHF pour essayer de voir ces GHT, comment ils se positionnent par rapport aux écosystèmes. Alors on voit que sur Rochefort-La Rochelle, le contour du GHT est assez cohérent avec l'écosystème qu'on a trouvé, en tout cas en chirurgie. Cet écosystème même dépasse un peu ce périmètre. En revanche, du côté de Royan et Saintes, on se rend compte que la population n'a pas un comportement homogène et se centre autour d'offreurs particuliers. Donc ça, c'est une information qui peut être intéressante dans le cadre d'un projet d'établissement, d'un projet de GHT, pour essayer d'adapter l'offre justement au comportement de la population, pour ne pas éventuellement obliger une population à se déplacer alors qu'elle a naturellement tendance à se centrer sur ses offres de proximité. Cette représentation est très importante et elle est issue des analyses Copermo, donc c'est quelque chose c'est une représentation qui est assez normalisée. Alors, je peux peut-être laisser Patrick en quelques mots présenter cette représentation. Oui, très rapidement, merci. Ça vient effectivement des analyses que certains d'entre vous ont pu lire dans des dossiers qu'on les aidait à construire, avec deux regards. Sur la colonne de gauche, la réponse par année, alors là, non plus d'un établissement, mais de l'ensemble des établissements de l'écosystème aux besoins de la population, pour voir si cet écosystème répond dans des pourcentages acceptables aux besoins de la population, ou s'il y a quand même des domaines où il y a un trou dans la raquette avec une fuite importante, en dehors bien sûr des problématiques de plateaux à autorisation qui peuvent interférer, puisque La Rochelle n'a pas forcément toutes les autorisations, par exemple. Sur la colonne de gauche, on a un regard différent, puisqu'en abscisse, on a l'évolution de la demande, du recours aux soins, et en ordonnée, l'évolution du pourcentage, le pourcentage d'évolution de la réponse des établissements de l'écosystème aux besoins de la population. Et là, le but est plus de regarder la dynamique sur 5 ans, de voir si il y a des domaines d'activité où la demande augmente et où la réponse de l'ensemble des offreurs de ce système augmente aussi, suit la demande ou l'augmente, ce qui est plutôt la preuve d'un bon dynamisme, une adéquation aux besoins, ou si au contraire, devant une demande qui augmente, on a un essoufflement de l'offre possible au sein de cet écosystème, et à l'inverse, si la demande diminue, de voir dans quelle mesure l'écosystème continue à participer à la réponse ou lui aussi à un effondrement de sa participation. Derrière, il n'y a pas de vérité absolue, c'est juste des éléments de discussion avec les ARS, entre les ARS et les établissements,
pour voir les problématiques d'équipe, les problématiques d'investissement et les problématiques de recours. Et ça permet de les éclairer. On faisait la même chose par établissement dans le cadre des interventions directes. Voilà, là aussi, il y a probablement beaucoup de questions, mais peut-être pas dans un temps aussi court. Mais on sera disponible pour vous répondre, bien sûr. Alors, une fois qu'on a vu la réponse collective, on peut aller regarder précisément sur un établissement. Donc là, on fait l'articulation avec le travail précédent. Et on va regarder, donc là, cette fois-ci, on peut regarder l'analyse de l'activité sur 5 ans. On va repartir cette fois-ci sur le bassin de recrutement pour avoir une vision activité, hein. Donc, on va pouvoir regarder, diapositive suivante. Là, cette fois-ci, on vous montre, avec l'outil, on peut obtenir l'activité sur 5 ans avec des choses qui avaient été définies comme les activités cœur de métier, les activités secondaires et les activités ponctuelles. Ça permet d'avoir très rapidement, sur 5 ans, un peu l'évolution et les activités réalisées par un établissement. On est sur le CH de Rochefort. Et puis, on retrouve par la suite le même type de représentation. Donc, vous pouvez voir que si collectivement tous les établissements sur l'écosystème répondaient à l'ensemble quasiment, enfin, à presque 90% des besoins de la population, selon entre 80 et 90, vous voyez cette fois-ci la participation du CH de Rochefort est totalement différente et beaucoup plus modeste sur certains aspects. Mais il s'avère que collectivement, ils répondent aux besoins et donc ça permet de contextualiser, hein, l'analyse de l'activité du CH qu'on est en train d'observer. Donc là, c'est homogène par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est la même façon d'analyser, sauf qu'on est cette fois-ci à l'échelle d'un établissement. Alors pour finir, on va vous montrer quelque chose aussi qui est intéressant, cette fois-ci, qui est bien connu aussi, c'est le bassin de recrutement. Alors, la proposition, cette fois-ci, c'est d'afficher le bassin de recrutement et le recours. Comme ça, on arrive à mettre des informations d'activité et des informations de recours sur la même représentation. Et donc, vous voyez sur le CH de Rochefort que sur son bassin de recrutement, il y a des zones où l'établissement est en sous-recours, hein, c'est-à-dire que les patients sur le nord, les patients n'ont pas un recours très très important à l'établissement, et ça permet d'identifier soit des zones où il y a peut-être des actions à mener pour l'établissement, parce que l'activité qui est réalisée sur ces territoires est assez fragile, parce que l'établissement est probablement pas le premier ni le deuxième offreur, hein, dans la liste, et les patients ont tendance à aller voir d'autres offres alternatives. Donc voilà, c'était pour vous balayer très rapidement. Encore une fois, on pourrait prendre beaucoup plus de temps, mais c'était pour vous faire un déroulé, vous montrer l'articulation de la démarche opérationnelle en lien avec l'outil. Concernant les perspectives, cette fois-ci, alors, on va peut-être passer directement, ça c'est les perspectives pour les établissements. On va passer à la suite pour pouvoir laisser un petit peu de temps sur les discussions. Un petit planning. Donc, on a travaillé en début d'année à la construction de l'outil en lien avec la démarche opérationnelle qui va se traduire d'ici à la fin de l'année par une publication par la NAP. Depuis un mois, on travaille avec un groupe d'ARS que je vous ai indiqué. Donc pour les ARS qui sont intéressés, elles peuvent intégrer ce groupe de travail. Mais il peut également y avoir des échanges du groupe de travail vers la communauté de pratique, puisqu'il y a certains sujets, je pense, qui pourraient bénéficier de la collégialité de cette communauté de pratique pour être traités, pour avoir un consensus, notamment peut-être sur certains points de l'analyse territoriale. Donc il peut y avoir aussi une perméabilité entre le groupe de travail et la communauté de pratique sur certains sujets. Et je pense que ça pourrait être très, très intéressant que les ARS qui participent aux deux puissent prendre ça
en main. Donc, d'ici la fin de l'année, l'outil sera diffusé et la méthode opérationnelle également. L'objectif, c'est vraiment de coller aux attentes du terrain. Donc, en 2022, il faudra penser à une nouvelle itération. Ces outils, cet outillage doit accompagner les acteurs de terrain et donc ils doivent évoluer. C'est pas des choses qui sont figées. Et un des objectifs, notamment, c'est que cet outil-là qui est présenté sous forme de, vous avez une copie d'écran qui est au stade actuel un outil Excel, soit intégré dans le portail de la TIH Scan Santé. Et nous travaillons étroitement avec la TIH en ce sens. Voilà, et je vous propose peut-être des questions, si vous en avez. Alors, on a 2 mains levées. Donc, je propose que Madame Degany pose sa question. Merci. Et moi, je voulais savoir, dans cette démarche que vous avez étudiée, écosystème, et vous avez étudié le recours des patients, vous avez étudié les raisons de recours ou non-recours à certains établissements? Patrick, je te laisse peut-être répondre. Oui, merci. Disons que ça peut faire partie des questions à travailler en groupe de travail après, effectivement. L'outil donne une photo. Voir un film, puisqu'on peut être en dynamique sur 5 ans, mais il ne répond pas aux questions en tant que tel. Il est là pour aider les interrogations et les co-constructions derrière, bien sûr. Quand on allait dans les établissements, c'est là qu'on apprenait qu'il y avait des problèmes, soit de médecins généralistes, soit d'une spécialité qui, petit à petit, était en déshérence dans l'établissement, etc. Mais ça, c'est pas une analyse territoriale qui peut le montrer, c'est vraiment le travail que vous faites sur le terrain. Merci. Et donc, du coup, je propose de donner la parole à Monsieur Arnaud. Oui, bonjour, merci pour la présentation que vous venez de faire. Une interrogation finalement sur 2 aspects qui sont complémentaires voilà, de la mesure de l'activité, de sa répartition par établissement sur un territoire. Qu'en est-il, enfin, est-ce que vous avez prévu de traiter les questions du non-recours? C'est-à-dire finalement, comment est-ce que l'on mesure que la population d'un territoire a un taux de recours à l'hospitalisation inférieur à une valeur régionale ou une valeur nationale? Question à l'autre extrême, finalement, est-ce que vous avez prévu de regarder les surrecours? Je pose ces questions parce que côté Auvergne-Rhône-Alpes, on a essayé de regarder voilà, sur un certain nombre de territoires par bassin de santé, quel était le taux de non-recours et les endroits où il pouvait y avoir du sur-recours. Donc finalement, on peut s'interroger sur la pertinence d'un certain nombre d'activités. Voilà. Donc est-ce que ce sont des sujets que vous avez prévu de regarder? Alors, c'est des sujets qui sont effectivement qui sont prévus, qui ne font pas actuellement partie du périmètre de l'outil qui est en cours d'utilisation, mais c'est des choses qui sont en cours et qui vont être intégrées. Patrick? Oui, effectivement, c'est un regard qu'on avait, Alain, tu as parfaitement raison, quand on était auprès des établissements et des ARS. Ces questions de sur et de sous-recours, c'était surtout du sous-recours à la limite notre problématique dans les territoires auprès desquels nous avons été, se compare soit au niveau régional, soit surtout au niveau national. Et il y a un travail à faire là, on n'en est pas au stade où on peut l'outiller, Alain, effectivement, on en est au stade encore où on est plutôt sur une phase d'étude qu'il va falloir approfondir avec vous et avec des établissements, ne serait-ce que pour savoir à partir de quand on considère que le recours est normal. C'est toute la problématique. Est-ce qu'on prend la moyenne? Est-ce qu'on prend la moyenne métropolitaine ou la moyenne de l'ensemble du territoire en considérant aussi les outre-mer? J'avais l'habitude de prendre la moyenne nationale métropolitaine, notamment parce que dans les outre-mer, il y a des recours qui sont extrêmement différents en termes de volumétrie et d'organisation, que je connaissais bien aussi, mais je ne me paraissait pas intégrable. Bonne décision ou pas,
Je pense que là, ça va être des choses qu'on va avoir à travailler ensemble, effectivement, petit à petit. Et puis après, on pourra l'automatiser avec tout le travail que Vincent porte et que la DGOS porte aussi. Nous, on a pris du métropolitain, pour comparer. Vous avez pris? Que du métropolitain. Que du métropolitain, oui, ça me paraît raisonnable, effectivement. Ah, ouais. Merci beaucoup et je vois que Monsieur Dieudonné a aussi une question. Je vous en prie, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Merci effectivement aussi pour la présentation. Est-ce que vous prenez en compte dans votre analyse de recours l'aspect géographie de la France et notamment les voies de communication? Dit autrement, les temps de transport finalement entre les villes-centres ou les villes de recours et les zones environnantes. Est-ce que ça peut être cartographié ou pas? Alors, on objective ces éléments, enfin les données géographiques de fait rentrent en ligne de compte dans le comportement de la population. Donc, ils ne sont pas pris en compte directement, mais on les rend visibles, puisqu'après, on peut voir justement, alors on n'a pas cet exemple-là, mais si on est dans une région comme Rhône-Alpes, on peut voir comment les écosystèmes suivent certaines vallées. Et voilà, donc on arrive à le visualiser. C'est pas directement pris en compte dans la méthode, mais on le voit. Patrick, à nouveau. Oui, ça pourrait être intéressant effectivement de faire un fond de carte avec soit les voies de communication, soit les temps d'accès peut-être directement qui sont accessibles par ailleurs. Oui, c'est un axe qu'on a déjà signalé comme étant apporté et on y réfléchit. Vous avez parfaitement raison. Oui. Alors, je ne vois pas d'autres questions, en tout cas de main levée. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat. On y répondra soit en fin de réunion ou même sur la plateforme directement. Merci. Donc, peut-être qu'on peut passer à la suite. Non, on peut peut-être se demander, moi j'aurais été curieuse, des ARS qui participent au travail auprès de la DGOS et de la NAP, de savoir finalement comment est-ce qu'elles pressentent une articulation possible avec la feuille de stratégie territoriale là, qui est à construire pour la fin de l'année. Est-ce qu'à partir de ce type de travail, est-ce qu'il y a finalement matière à tisser un contenu, une démarche vers des choix de stratégie territoriale et notamment de localisation, par exemple, de positionnement d'établissements qui demandent à faire des projets ou des extensions, etc. C'est intéressant par rapport à la question initiale que vous vous posez sur le rôle de l'analyse territoriale, la priorisation et le lien en fait avec la priorisation des projets qui sera à faire, à financer. Est-ce que vous appréhendez un lien possible et est-ce que les régions qui sont déjà en train de participer à cette réflexion l'entrevoient, ont cette vocation? Enfin voilà. Alors, moi, je vois la main de Monsieur Dieudonné, mais je ne sais pas si c'est celle de tout à l'heure qui n'est pas baissée ou. Non, donc Olivier Pogam, là, je suis en ligne avec vous, donc je participe là au groupe de travail qui a été mis en place là avec la DGOS, donc avec l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Donc, alors, je peux juste donner un titre d'illustration, effectivement, pour répondre à la question. Nous, on a proposé un territoire en Bretagne, les Côtes d'Armor. Enfin, le GHT est un peu sur plusieurs territoires, mais c'est un territoire où il y a, pour donner un peu l'illustration, il y a aujourd'hui 5 plateaux techniques qui sont assez proches les uns des autres, 5 plateaux techniques chirurgicaux. 4 plateaux techniques d'obstétrique et avec donc des établissements publics qui sont en grande difficulté financière.
Certains d'entre eux sont en contrat de retour à l'équilibre depuis plusieurs années. Ils en sont au 4e ou 5e cycle de contrat de retour à l'équilibre, avec des problèmes d'activités qui ne sont pas au rendez-vous, de concurrence entre eux, de problèmes de démographie médicale. Et dans ce territoire, on a un établissement qui a fait état d'un projet de reconstruction. C'est vrai que c'est un établissement qui, par ailleurs, est très vétuste, obsolète à bien des points de vue. Et donc, on imagine bien que, avant de donner une réponse à ce projet de reconstruction, il est tout à fait pertinent d'étudier un peu le positionnement de cet établissement sur le territoire, d'imaginer que peut-être qu'il y a une recomposition de l'offre, en tout cas à imaginer sur ce territoire. Au lieu de reconstruire à l'identique, il est peut-être pertinent de se dire il va plutôt se positionner, je dis n'importe quoi, sur de la chirurgie ambulatoire plutôt légère et laisser la chirurgie lourde à d'autres établissements. Enfin voilà, hein, ce type de réflexion. Donc on espère effectivement que cette démarche, cet outil qu'on avait déjà commencé à utiliser sur la base du guide de l'année dernière, du guide ANAP, puisse nous servir effectivement à mieux appréhender la recomposition, les coopérations aussi qui pourraient être mises en place au sein du territoire et du coup servir d'éclairage pour le projet d'investissement. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. Hein. Merci beaucoup de ce témoignage. Et du coup, dans la finalité, probablement une aide pour vous pour écrire cette feuille à 10 ans de la priorisation des projets à financer et à traiter. Oui, alors après, le fait de le déployer sur tous les territoires, ça risque d'être assez lourd. Ouais. Là, on va essayer de le déployer dans cette phase un peu de test sur ce territoire. Après, c'est vrai que on a 8 GHT en Bretagne et encore d'autres ARS en ont bien plus. Donc, on ne pourra pas utiliser l'outil, à mon avis, sur tous les territoires. En tout cas, vu les délais auxquels on doit remonter notre stratégie, voilà. Donc, on a d'autres éléments d'approche, parce qu'on n'ignore pas tout des territoires, mais voilà, on ne pourra pas bien sûr. partout. Merci beaucoup en tout cas du témoignage. Alors, j'ai plusieurs mains levées, mais je vais peut-être les donner dans l'ordre. Madame Degany, Madame Rousseau et puis Monsieur Prudhomme-Lacroix. Ça vous va? Merci, Catherine Degany. Et je voulais savoir, est-ce que dans votre démarche, dans vos études, vous êtes en contact avec d'autres pays au niveau international vis-à-vis des pays qui sont plus avancés ou qui sont au même niveau que la France sur cette phase d'études? Bon, d'accord. Non, on a effectivement des contacts à l'international sur certains sujets à l'ANAP. Alors, c'est ni Vincent ni moi qui sont les premiers à la manœuvre là-dessus, mais avec Mona Krichen et puis Evelyne, on a effectivement des contacts, mais plus centrés sur certains domaines d'activité que sur l'analyse territoriale en tant que telle, à ma connaissance. Chaque pays a quand même, il y a beaucoup d'organisations extrêmement différentes du sanitaire en fonction des pays. Hein. L'Europe du Nord et l'Italie, on a des grandes différences, avec nous aussi. Tous n'ont pas un domaine privé aussi développé au niveau hospitalier, ni au niveau d'ailleurs des spécialistes. Hein. Pour beaucoup, l'activité privée est uniquement celle des médecins généralistes, des GP, il n'y a pas d'activité de spécialistes. Donc on n'a pas du tout les mêmes problématiques. Et puis, si on veut regarder les pays de l'OCDE, puisque c'est à cela qu'on peut se comparer en termes de moyens à mettre en œuvre pour notre sanitaire, il y en a peu finalement qui ont une population aussi étendue que la nôtre. C'est-à-dire que la plupart des pays qui sont extrêmement organisés au niveau territorial, ce qu'on a vu, c'est plutôt des petits pays. C'est-à-dire, c'est par exemple l'Irlande, le Danemark, c'est 5 millions d'habitants. C'est comme une de nos régions, avec sa propre logique d'analyse, ses propres mailles territoriales, ses propres gestions des flux. L'Allemagne, on le sait, est extrêmement gérée plutôt au niveau des Länder, c'est-à-dire là aussi on retombe sur des populations entre 5 et moins de 10 millions d'habitants, donc plutôt une taille de nos régions.
Voilà, donc il n'y a pas encore de groupe d'échange comme on peut avoir là ensemble au niveau international à ma connaissance. Je ne sais pas, Emeline, si tu as d'autres éléments. Pardon, excusez-moi, je m'en étouffe, mais ça n'a rien à voir. Non, c'est très complet. C'est très complet. Merci pour ce retour. On n'a effectivement pas comment dire, de dimension internationale très embarquée encore à l'ANAB, même si ça fait partie de nos projets de développement futur. Voilà. Si vous-même vous avez au sein des ARS des contacts avec comment dire, des référents, des homologues dans d'autres structures. Alors c'est vrai qu'on s'efforce plutôt de pouvoir coller avec des pays francophones pour voilà, simplifier l'échange et la captation des échanges. Mais voilà, le cas échéant, s'il y a de l'anglais possible, on reste en capacité de pouvoir répondre à l'attente et à la prise de contact et d'échange. Si vous en avez, on les recevra bien volontiers pour les intégrer. Anne-Charlotte, peut-être? Oui, je voulais juste ajouter un tout petit mot et revenir sur la question antérieure qui était l'utilité de l'outil dans le cadre des stratégies régionales et même plus largement, quitte à être alors à la fois extrêmement positive et peut-être modérer un tout petit peu votre niveau d'attente. Je pense que cet outil, et il me semble que Patrick et Vincent seront alignés avec cette vision, c'est un outil qui peut servir à de multiples choses et c'est son gros avantage. L'idée, c'est vraiment de cibler une appropriation maximum et une autonomie maximum de votre part sur l'outil pour que vous puissiez à la fois étudier un projet lorsque vous avez un projet d'investissement bien particulier, étudier l'impact d'une politique dans un territoire sur quelques années lorsque c'est ce que vous voulez regarder, des réorganisations. Enfin, l'idée, c'est vraiment que l'outil puisse répondre à plein de questions différentes. Inversement, et c'est là que je modérerais peut-être le niveau d'attente. Je ne pense pas que, enfin, vous en êtes bien conscient, un outil n'écrit pas une stratégie. Donc, il peut être utilisé voilà, ponctuellement. Vous vous posez une question sur un territoire, vous voulez observer une filière. Et c'est là qu'il est extrêmement intéressant parce que vous n'allez pas vouloir tous observer la même chose. Et donc, il peut permettre d'étudier un nombre de situations extrêmement important et de vous faciliter surtout cette étude. Et je suis sûre d'ailleurs que certains d'entre vous, et on nous fait parfois ce retour-là, sans Patrick, vous l'avez entendu comme moi, que oui, mais finalement, les données existent déjà. Oui, sauf que là, on les regarde de façon différente, avec un algorithme nouveau et avec des analyses intégrées qui sont beaucoup plus faciles à utiliser pour vous. Donc, moi, j'aurais tendance à avoir une réponse un petit peu mitigée sur oui, bien sûr, tout ce qui concerne le territoire va pouvoir être regardé et cet outil pourra être utilisé ponctuellement sur un sujet, un territoire, une question un peu compliquée à étudier par ailleurs, mais à la fois, c'est pas ça qui va vous écrire votre stratégie, mais je pense que vous en êtes bien conscient. Et d'autre part, l'autre avantage de cette flexibilité, c'est que, comme je le disais en introduction, toutes les modalités n'étant pas encore complètement fixées, toutes les attentes du conseil scientifique n'étant pas complètement fixées, avec un outil aussi ouvert, il est assez probable qu'on puisse répondre aux questions, quelles qu'elles soient, et quelle que soit la façon dont elles évoluent. C'est juste. Merci beaucoup. Monsieur Prudhomme-Lacroix? Oui, en fait, ce sur quoi je veux intervenir a peut-être déjà été en partie traité. Déjà, moi, je trouve l'outil très intéressant, du fait de ce qui vient d'être souligné. Moi, le requêtage diamant, j'ai l'impression qu'il fait beaucoup peur en ARS. Enfin, je connais de moins en moins de personnes qui savent manier ce type d'outil. Donc, c'est vrai que s'il y a un outil qui déjà intègre ou préfigure des logiques d'analyse telles que ça a été présenté, je trouve que c'est une vraie richesse pour renouer avec la logique d'analyse de l'offre en agence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'était pour réagir par rapport au schéma qu'on pourrait avoir en tête, une démarche un peu descendante, ascendante, où en effet, on va faire un diagnostic, on va avoir une stratégie. Enfin, la stratégie, c'est juste pour le mois d'octobre qu'il faut qu'on la fasse. Donc, diagnostic territorial partagé avec ce type d'analyse, soyons réalistes, on ne fera pas, enfin, je profite de la présence de PF1 aussi, on ne fera pas ça, quoi. On n'a pas le temps. On est plutôt en train de concerter avec les acteurs. Par contre, de savoir qu'un outil comme celui-ci existe et que demain, derrière un projet avec lequel on va contractualiser,
et sans doute pas forcément contractualiser un accord, mais plus une feuille de route pour la suite, savoir qu'on peut avoir comme exigence d'intégrer ou d'inscrire un projet dans son territoire en s'appuyant sur une analyse fournie par un outil comme celui-ci, oui, là, moi je trouve que ça prend tout son sens. Enfin, moi, c'est un peu comme ça, d'ailleurs, que je voyais un peu la notion de projet d'aménagement du territoire en santé. On ne va pas les faire en 2 mois, hein, donc c'est plutôt dire, si le projet, on pressent qu'il a un impact fort au niveau territorial, qu'il doit s'inscrire dans une vision territorialisée, partagée, eh ben, il faut mobiliser ce type d'analyse. Voilà, je prends un petit peu à l'envers, dans un autre sens. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir sur ce sujet-là? Est-ce qu'il y a des... voilà, enfin, en tout cas, on vous invite, si ça suscite un certain intérêt, des questionnements ou une poursuite vers des réflexions qui pourraient vous aider dans la priorisation des projets, de poursuivre les échanges sur Bichec, de nous faire savoir que c'est une thématique que vous voulez approfondir et on peut, voilà, on peut faire un petit groupe de co-construction au sein de cette CDP pour avancer sur cette thématique précisément. Donc, si je ne vois pas d'autres mains levées, je vous propose de faire une articulation directe avec les travaux de la CNSA. Je vois Lucille Gendreau et je lui donne la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci. Donc, c'est Laura qui va projeter le PowerPoint. Donc, dans le cadre fait, de la circulaire du Premier ministre, il vous est demandé effectivement d'élaborer en fait vos stratégies régionales d'investissement. Et pour ça, en fait, avec l'aide du cabinet Accenture, on va vous mettre en place une boîte à outils dont la vocation, en fait, est de faciliter et d'accélérer le travail d'élaboration. Donc, c'est une boîte à outils co-construite avec vous, ARS. Donc, on a sollicité les correspondants PAI, les DOSA, et le but, c'était de s'appuyer sur vos attentes, les besoins que vous pouvez exprimer, et de recenser un petit peu tout ce qui est déjà fait en région, toutes les initiatives, les travaux, les bonnes pratiques, les outils dont vous disposez déjà, et de pouvoir les partager avec les autres ARS et les mettre à disposition de tout le monde pour vous aider en fait le plus possible. Donc pour ça, en fait, il y a eu des entretiens avec premièrement 5 ARS. Donc 5 ARS assez diverses. On a pris des ARS on savait déjà qu'elles étaient bien outillées, d'autres on ne savait pas. On a pris aussi une région dans les DOM pour essayer d'avoir un panel assez représentatif. Et donc on a fait des ateliers, enfin d'abord des entretiens, pardon, pour nous faire remonter en fait vos besoins et nous aider à réfléchir sur le contenu qu'il y aurait dans la boîte à outils. Ensuite, en deuxième temps, il n'y a pas longtemps, les 25 et 26 mai, il y a eu un séminaire de travail sur 2 demi-journées, donc qui ont permis de tester et de co-construire la boîte à outils. Donc il y a eu 40 participants, donc comme je disais, les correspondants qui travaillent sur le plan d'aide à l'investissement, les directeurs de l'offre de santé en faveur de l'autonomie. Toutes les ARS ont pu être représentées sur au moins une des 2 demi-journées. Donc c'était des ateliers vraiment très enrichissants et très, voilà, très intéressant, très enrichissant. Laura, je te laisse la parole sur la deuxième slide pour expliquer un petit peu plus le contenu. Oui, bien sûr. Donc, comme l'expliquait Lucie, la première étape de notre travail avec les ARS a été de faire le diagnostic de leurs besoins d'appui. Et donc, on a pu faire la synthèse des retours que nous avaient fait les ARS. Et donc, sur les attendus de la circulaire, globalement, ce qu'on a pu constater, c'est que l'attendu était plutôt clair hein, sur la circulaire. Et qu'également les ARS étaient convaincus par la pertinence de la circulaire.
mais qu'il y avait des besoins d'éclaircissement qui étaient attendus sur notamment la place du pH dans le plan, les modalités d'articulation entre une stratégie régionale d'investissement à 10 ans et un PAI à 4 ans. Et voilà, des besoins d'éclaircissement aussi attendus sur le niveau de détail par rapport à l'identification des projets. Mais les ARS ont bien saisi les enjeux qui étaient relatifs à l'intégration de la transformation de l'offre dans la stratégie, les enjeux de gouvernance qui doit être installé impliquant les élus, et également l'enjeu d'articulation entre le sanitaire et le médico-social dans le cadre de cette stratégie globale régionale d'investissement. Est-ce que c'était en continuité avec, est-ce que ce qui est demandé dans la circulaire est en continuité avec les pratiques existantes? En partie, oui, parce que les ARS ont l'habitude de travailler dans le cadre du PAI annuel à l'élaboration des grands axes de leur politique d'investissement, à la sélection des projets et à la programmation budgétaire. Cependant, la logique de passage au pluriannuel reste cependant nouvelle et vue comme en rupture, en particulier par rapport à l'identification des projets. Voilà. Et aussi le suivi opérationnel était vu comme un facteur de risque pour le plan, notamment par rapport au calendrier et financement des opérations. Au niveau de la perception globale du niveau de difficulté de l'élaboration de la stratégie par les ARS, il y a eu plusieurs besoins d'appui qui sont remontés, notamment par rapport notamment la vision d'un calendrier ambitieux qui était attendu par rapport aux moyens actuels des ARS et au calendrier électoral à venir, et d'autres besoins d'appui qu'on pourra détailler un petit peu après. Du coup, les travaux en commun qu'on a menés avec vous nous ont permis d'identifier en fait 6 blocs clés qui sont à prendre en compte pour élaborer vos stratégies régionales d'investissement. Donc, il y a une phase qu'on appelle amont et une phase aval. Dans la phase amont, on a 4 blocs qui sont les diagnostics territoriaux des besoins et des enjeux, la définition des grands axes et des principes, l'identification des projets et appui aux porteurs de projets, et la sélection des projets et votre programmation budgétaire. À partir de là, une fois que vous aurez choisi les projets qui ont pu être financés, il se pose la question aussi du pilotage financier et opérationnel, comment suivre les opérations, et ensuite évaluer en fait et la mesure d'impact de la stratégie que vous avez menée. Voilà. Et donc, tout l'enjeu, c'était de rentrer un peu dans le détail de ces blocs et de voir quels pouvaient être les besoins d'appui spécifiques des ARS. Et donc, ce qu'on a pu constater, c'est que les difficultés majeures anticipées se situent en amont et en aval. Donc voilà, au niveau de chaque bloc, la capacité à faire est différente selon les blocs. Sur les 2 premiers blocs, en fait, finalement, on est sur des activités qui sont faites par certaines ARS qui le formalisent systématiquement et d'autres qui le formalisent peut-être moins. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y avait l'existence d'outils, mais un vrai enjeu d'articulation entre les outils et de partage des pratiques des ARS qui formalisaient ces 2 blocs-là. Au niveau des 3 autres blocs, identification des projets et appui aux porteurs de projets, sélection des projets et programmation budgétaire, pilotage financier et opérationnel, ça, c'était des activités donc, que les ARS pratiquaient dans le cadre du PAI et dans la logique annuelle du PAI. Et donc, le besoin d'appui était moins sur ces blocs-là, même si on avait bien noté qu'il y avait un enjeu d'appui aux porteurs de projets qui était assez clé à ce niveau-là. Mais l'enjeu majeur pour nous dans une logique d'appui flash, c'était de voir les ressources qui étaient disponibles et les ressources existantes sur lesquelles s'appuyaient les ARS aujourd'hui et de voir l'agrégation et de les mettre en visibilité. Et la dernière étape, le dernier bloc qui est évaluation et mesure d'impact, on a pu constater que les ARS
ne le faisait peu et qu'il n'y avait pas d'outils existants aujourd'hui pour les aider sur ce bloc-là. Donc, durant les séminaires, on a pu identifier en fait 16 thématiques. La première, c'est tout ce qui est éléments de cadrage qui sont attendus par rapport à la circulaire, donc le périmètre, le calendrier, la granularité attendue. On a pu aussi travailler sur la méthodologie d'élaboration des stratégies régionales, le diagnostic territorial de l'offre et des besoins d'investissement, comment le réaliser, quelles données mobiliser, identifier les lignes directrices d'investissement, recenser les projets, quels leviers prendre en compte pour pouvoir identifier les projets qui sont susceptibles d'être aidés à court ou moyen long terme, l'évaluation des stratégies régionales, jusqu'à quelle ambition on peut aller dans ce calendrier assez restreint, comment mesurer aussi l'atteinte des résultats attendus, et le point de gouvernance des stratégies, quels acteurs on va mobiliser, à quelle étape dans le processus, est-ce qu'il existe déjà des comités qui existent, qu'on peut capitaliser ou élargir. Voilà. Donc, Camille, je te laisse présenter plus en détail les thématiques et ce qu'on a pu en conclure. Donc je vais prendre la main sur cette slide-là également. Mais finalement, à l'issue du séminaire, on a pu engager donc, un travail voilà, d'intégration de tous les retours qu'on a pu avoir pendant le séminaire à la première version de la boîte à outils qu'on avait commencé. Et donc, ça nous a donné une version finale de la boîte à outils qui sera donc diffusée par la CNSA courant juin. Donc, cette boîte à outils, qu'est-ce que ça va être concrètement? Ça va être une présentation PowerPoint donc qui va rassembler tous les points clés qu'on a pu collecter lors du séminaire et de nos entretiens et qui pourront vraiment aider les ARS sur les différents blocs et répondre aux enjeux qu'elles avaient identifiés pendant le séminaire. Donc, ce sera composé de 7 outils. Le premier élément de cadrage sur les attendus de la circulaire du 10 mars 2021. Donc ces éléments-là, ce sera pas forcément nouveau pour ceux qui ont participé au séminaire, mais ça reprend ce qui a été présenté, ça reprend les éléments d'éclaircissement présentés par la CNSA pendant le séminaire sur les attendus de la circulaire, donc notamment les besoins d'éclaircissement sur les attendus par rapport au calendrier, sur la place du secteur PH dans le plan et sur l'horizon temporel pour la stratégie et le niveau de granularité attendu. Au niveau de la méthodologie d'élaboration de la stratégie régionale d'investissement, ce sera une présentation de la méthodologie qu'il est possible d'appliquer avec à chaque bloc clé que Lucie vous a présenté, le détail de l'enjeu majeur lors de ce bloc et des questions qu'on peut se poser pour élaborer la stratégie. Pour le diagnostic territorial de l'offre et des besoins d'investissement, ce sera des éléments de méthodologie sur comment faire un diagnostic territorial de l'offre et des besoins d'investissement, donc qui est composé vraiment de 2 blocs clés, le diagnostic territorial de l'offre et l'évaluation des besoins d'investissement. Et donc, suite à ces éléments de méthodologie, on aura un recensement des données clés qui ont été évoquées pendant le séminaire dont les ARS auraient besoin pour construire leur diagnostic. Et à ces données clés, on associe la source dans laquelle elles pourront trouver les données qui les intéressent. Sur les lignes directrices nationales de l'aide à l'investissement, là, ça correspond donc au cadrage par la CNSA de l'engagement des moyens et les orientations qualitatives relatives à l'investissement immobilier. Donc ça, c'est quelque chose qui était attendu également par les ARS et qui sera diffusé à l'occasion de la séance d'installation du laboratoire des solutions de demain. Donc ce sera un outil qui, lui, sera diffusé non pas au sein de la boîte à outils, mais pas au même moment. Ça fait partie de la boîte à outils, mais ce ne sera pas diffusé au même moment.
5e outil sur les leviers actionnables pour l'identification des projets. Donc là, il s'agissait vraiment de donner des éléments pour aider les ARS à identifier les projets qui seraient finançables dans le cadre du PAI. Et donc, identifier quels différents types de projets et quels leviers actionner pour favoriser l'exhaustivité du recensement, pour favoriser l'intégration de la transformation de l'offre dans les projets recensés et pour appuyer la montée en maturité des projets à financer. Voilà, quelques leviers clés par rapport à ça, et notamment un focus sur comment orienter les porteurs de projets sur des solutions existantes qui pourraient les aider. Sur les éléments de méthodologie pour l'évaluation d'une stratégie régionale d'investissement, qui constituera le 6e outil. Voilà, tout est dans le titre. Ce sera des éléments de méthodologie pour mettre en place une évaluation, quel type d'objectif évaluer et des exemples d'indicateurs qu'il sera possible d'évaluer. Et un 7e outil sur les enjeux de gouvernance. Voilà. Et là, ce sera des rappels du cadre fixé par la circulaire sur les enjeux de la gouvernance et repartager les éléments qui ont été mentionnés lors des échanges en séminaire sur des exemples de gouvernance qui ont été mis en place par certaines ARS. Et donc, pour la suite, bien évidemment, un approfondissement des sujets dans le cadre de la communauté de pratique ANAP parce que, on était vraiment sur une démarche flash qui prend fin avec la diffusion de la boîte à outils. Et bien sûr, la publication d'une FAQ par la CNSA qui permettra de répondre à un ensemble de points restant à éclaircir. Donc, on tenait vraiment à vous remercier, ARS et ANAP aussi, bien évidemment, sur tout le travail qui a été fourni et qui restera encore à faire. Et voilà, on reste à disposition, évidemment, pour vous accompagner dans tout ça. Et si vous avez des questions, on vous écoute. Merci beaucoup en tout cas, Lucie et Laura. Très intéressant. Donc, je pense que le groupe, là, effectivement, a participé aux travaux. Et attend probablement maintenant la restitution. Et l'enjeu de cette CDP sera certainement à voir comment construire la suite ensemble, puisqu'il y a une articulation entre cet atterrissage aujourd'hui sur cet appui flash et ce qu'on est en capacité de construire ensemble et de vous apporter. Alors, est-ce que je vois des mains levées? Oula, j'ai perdu. Non, pas de questions particulières. J'ai pas l'impression. Hâte d'avoir les outils. Rendez-vous en juin alors. C'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci également Anne-Charlotte et Vincent et Patrick, voilà, qui est toujours derrière tous ces sujets-là, à nous aider. Mille merci. Je repasse la main à Julien. Oui, alors, juste avant ça, déjà, on a perdu la présentation, Elvire, donc parce que Oui, je crois c'est pour qu'on a ça que j'ai encore été un peu 2-3 surprise. diapos à passer. Déjà, merci à tout le monde. Et peut-être se redire, comme ça, le temps qu'on retombe sur la fin et pour conclure, qu'il y a beaucoup de sujets qui se croisent avec les sujets que vous avez identifiés dans les 2 sessions de lancement que l'on a fait et que finalement, ça remet au centre et en priorité la nécessité de prioriser les différents travaux que vous aviez en tout cas évoqués. Et au-delà de ça, au-delà de la priorisation de ces travaux et de trouver la bonne articulation pour venir faire en sorte que les outils, par exemple, qui sont présentés ou qui nous ont été présentés par la CNSA viennent se compléter avec l'existant et viennent éventuellement alimenter une réflexion autour des thématiques envisagées. Il y avait quelque chose qui était resté en suspens, ou en tout cas sur lequel on avait demandé de continuer à échanger, et c'est la diapositive d'après.
Merci beaucoup, qui était sur les outils partageables, parce qu'on avait commencé à la fin de la deuxième session à évoquer quels étaient les outils dont vous disposiez aujourd'hui et qui permettaient en partie de répondre à certaines des préoccupations actuelles. Et voilà, je pense on pense ensemble sur l'équipe d'animation qu'il faut qu'on continue cet approfondissement et qu'on continue ce référencement de ces outils, qu'ils soient plus ou moins complets, qu'ils répondent plus ou moins en partie à toutes les situations, et c'est pas très grave, mais il faudrait qu'on continue d'avancer là-dessus. Là-dessus, je ne sais pas, Marie-Hélène, si on avait prévu un temps éventuellement de prise de parole à l'oral, ou si on se donne Géry rendez-vous sur peut-être, Géry. peut-être Ouais. Géry peut, voilà, et puis après, effectivement, rendez-vous sur Vichek. Oui. Alors, l'idée générale, c'est qu'effectivement, comme on vient de le voir, déjà la CNSA a fait un très gros travail de recensement des outils qui vont parler essentiellement du médico-social, ce qui est normal, c'est leur champ d'intervention principal. Il se trouve que les outils, il y en a pas mal qui ont été développés dans le médico-social. Il y en a qui sont sur un tronc commun de travail quand même, qui est l'approche territoriale, puisqu'elle n'est pas uniquement orientée ni sur le sanitaire ni sur le médico-social, mais c'est bien un travail mixte qui a comme, surtout si on part sur les nouvelles pratiques et sur l'évolution de l'offre. Par contre, on considère qu'il y a sans doute plein d'outils aussi qui sont plus orientés sanitaires ou qui n'ont pas encore été identifiés parce que dans les délais, c'est des tout petits outils, des petits bouts de tableau, des petites choses comme ça qui peuvent aider les uns les autres. Et donc là, on va vous transmettre un tableau, on le mettra sur Bichec aussi, dans lequel vous aurez liberté de mettre en gros ce que vous avez sans prétention. Il ne faut pas avoir peur de mettre ce que vous avez, un petit bout d'Excel, une méthodologie, même en PDF, enfin voilà, de façon à ce qu'on puisse identifier ce que c'est et voir sous quelle forme c'est partageable et s'il y a un travail à faire pour le rendre partageable. Si vous voulez le partager, ça va de soi. Voilà. Donc je pense que ce tableau, vous allez le retrouver sur Bichec, vous pourrez le commenter, le compléter et j'espère qu'on pourra avancer aussi sur ces outils très rapidement. Voilà, du coup, voilà, comme vient de le dire Géry, on publiera ça sur Bichec. Il faut qu'on continue d'alimenter. Je pense qu'il y a eu aussi notamment beaucoup de questions et toutes les questions qui étaient en lien avec les interventions de Vincent, et puis probablement des questions qui pourront émerger suite à la présentation de la CNSA, de ne pas hésiter à créer ces moments-là aussi sur la plateforme, ou en tout cas à nous solliciter. Parce que maintenant, pour la plupart d'entre vous, en tout cas, vous êtes sur la plateforme et on est là. Donc, vous pouvez nous interpeller, vous pouvez déposer une idée, nous dire que vous voulez travailler sur telle ou telle chose en priorité. Au-delà des outils, je réinsiste vraiment sur l'importance de priorisation des différentes actions. On est bien entendu là pour vous aider, vous accompagner. On sait qu'on ne pourra pas mener tout de front collectivement de toute façon, et donc il est très important qu'on se concentre en tout cas sur un démarrage collectif sur vos priorités. Peut-être Marie-Hélène, je te laisse le mot de la fin. Non, c'est parfait. Je pense que la priorité, effectivement, on ne pourra pas tout traiter de front. Celle que vous aviez fait remonter, c'était sur cette priorisation des projets à faire ressortir. C'est probablement la thématique qui sera amenée là en tout premier temps. Donc, on est vraiment à votre disposition. Peut-être en grand groupe, c'est difficile. On peut aussi se retrouver en petits groupes. On peut se retrouver sur des temps qui vous sont plus faciles, peut-être que sur un blocage de temps d'1 h 30 en plein après-midi. Voilà, c'est à vous de nous solliciter via Bichec ou directement pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut travailler. Si quelques-uns d'entre vous sont intéressés par la démarche qu'a présentée Vincent, c'est aussi évidemment un fil qu'on peut tirer ensemble pour pouvoir écrire à vos côtés une démarche peut-être autour de cet outil et d'atterrissage sur les projets d'investissement. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Merci. Et puis, comme je l'ai indiqué au début, on fera un petit montage de cette vidéo qu'on pourra mettre et diffuser sur la plateforme pour que vous puissiez y revenir aussi si jamais vous avez besoin. Merci à vous.
S'il y a des questions, hein, quand même, il nous reste. Voilà. Oui, bien sûr, mais je vois pas comme je vois pas de main levée. Oui, moi mais non bien plus. sûr, on reste là si vous avez des questions. Et sinon, merci beaucoup et excellente. Il y a Patrick qui a une question, ou alors c'est une ancienne main levée, je ne sais pas. Non, c'est pas une ancienne main levée. C'est pas vraiment une question non plus. C'est juste pour dire que j'ai été très intéressé par la présentation qui a été faite d'autres outils de démarche territoriale sur un autre champ. Il est évident que là, on a des trajectoires de patients qui sont un peu découpées en tranches entre le sanitaire, le médico-social, mais que le patient, lui, passe à travers tout ça éventuellement. Et donc, il va falloir qu'on ait des regards croisés et qu'on arrive à travailler ensemble. Et c'est une première bonne étape qui a été faite aujourd'hui, je trouve, de partager autour de tout ça. J'attends de pouvoir avoir un peu plus ce que CNSA a produit comme outil, enfin, ce que vous aurez dans vos documents que vous allez partager. Ça m'intéressera beaucoup et je serai très content de pouvoir travailler et échanger avec vous, bien sûr. Merci en tout cas. Merci Patrick de rappeler qu'effectivement, la vocation de la NAP, c'est aussi de faire ce lien entre le médico-social et le sanitaire, et que c'est aussi le bon endroit probablement pour le faire, cette communauté de pratique. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je dirais qu'on va vous laisser rentrer chez vous, même si aujourd'hui c'est très simple, hein. Il s'agit de cliquer sur un bouton. Merci à tous en tout cas. Merci à tous aussi et bonne fin d'après-midi. Excellente fin de journée. Enfin. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, je crois que nous ne sommes qu'entre nous. Il semblerait. Alors, attendez. Hop, pas de mots. Hop, j'arrête le téléchargement.